Question politique, c'est en direct et jusqu'à 13h et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans Question politique. Notre invité s'est échappé de la fête de l'UMA, le temps de répondre à nos questions. La 83e édition de la grande fête annuelle de la gauche se tient jusqu'à ce soir à la Courneuve. Côté musique, tous les genres sont représentés, rock anglais, français, de la pop, du rap et j'en passe. Côté politique, c'est nettement plus compliqué, la gauche est divisée. Jean-Luc Mélenchon et de nombreux députés La France Insoumise ont boycotté la réunion de famille. Les absents ont-ils toujours tort? Et 200 ans après la naissance de Marx, le communisme est-il toujours d'actualité ou faut-il l'inscrire sur la liste du patrimoine en péril? Le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, va nous rejoindre dans un instant. Nous attendons vos questions, vos commentaires sur l'appli France Inter ou sur Twitter. Le mot-clé, question Paul. France Inter. Question politique. Ali Badou. Et à mes côtés, la belle équipe du dimanche. Elles sont venues à pied, à vélo, en trottinette pour cause de journée sans voiture à Paris. Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise. Bonjour Ali. Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour, je suis venu en poney moi. C'est autorisé? Oui. Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Le drapeau du 9-3 a flotté sur la grande scène de la Courneuve. NTM et Sofiane ont mis le feu à la fête de l'UMA vendredi soir. Et leur titre, Sur le drapeau, pourrait devenir l'hymne du Parti communiste français. Et notamment pour cette punchline de Joe Star. On va leur montrer que toutes ces années ne nous ont pas fait sombrer. Fin de citation. Il s'installe dans le studio de questions politiques. Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Joe Star, ça vous va? On va leur montrer que toutes ces années ne nous ont pas fait sombrer? Absolument. Et d'ailleurs, le concert de vendredi soir a fait démarrer la fête en fanfare. Il y avait près de 100 000 personnes vendredi soir à la fête. C'était un moment extraordinaire et ça a continué hier avec Lavilliers, Big Flo et Oli et beaucoup d'autres. Et combien de personnes pour écouter votre grand discours, celui que vous avez prononcé hier à la fête de l'UMA? Il n'y avait pas la même ambiance qu'au concert d'NTM. Beaucoup de monde quand même était là, du monde, mais des absents, je le disais, les leaders des différents partis de gauche étaient présents, mais un absent de taille, Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous dites? Les absents ont toujours tort? Oui, d'une part, mais surtout, je pense que c'est vraiment un incident anecdotique par rapport à l'immense succès populaire de la fête. Et il y avait énormément de monde, et il n'y a pas seulement du monde dans les concerts à la fête de l'UMA, il y a des centaines de milliers de personnes, et des dizaines de milliers d'entre eux participent à tous les débats politiques. Et il y avait d'ailleurs plusieurs députés de la France Insoumise dans les débats de la fête. Donc c'est ça qui compte à nos yeux, et j'aimerais qu'on braque quand même le projecteur sur cette foule, parce que ces gens ont quand même le droit à la lumière médiatique. Bien sûr, et c'est pour ça que j'en parle, et c'est pour ça que je dis que c'est la grande fête de la gauche. J'espère qu'on va passer l'essentiel de l'émission sur ça. Mais là où on n'est pas d'accord avec vous, c'est que c'est pas anecdotique. Quand on a été l'allié ou quand on l'est encore d'ailleurs, parce qu'on n'a pas, on va essayer de comprendre si vous êtes toujours aux côtés ou pas de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas anecdotique qu'il ne soit pas là ou que la France soit soumise, les insoumis soient là, mais en faisant un peu la grimace. Oui, mais c'est par rapport au succès populaire de la fête, c'est anecdotique. Parce que quand vous avez des centaines de milliers de personnes qui viennent à la fête, ça veut dire qu'il y a dans cette foule des dizaines de milliers de gens qui votent communistes, des dizaines de milliers de gens qui votent insoumis, des dizaines de milliers de gens qui votent socialistes, des dizaines de milliers de gens qui votent écologistes, des dizaines de milliers de gens qui cherchent leur voie à gauche. Attention, donc ce peuple de gauche qui vote pour ces différentes familles politiques, il est rassemblé à la fête de l'humanité. Alors que ceux qui nous et ils débattent ensemble et ils cherchent des projets communs. Et que c'est ceux ça qui nous qui, écoutent comprennent justement, il y a donc de nombreux délégués de la France Insoumise qui devaient assister à votre discours, qui ont annulé leur venue après un tweet de Yann Brossa. Yann Brossa qui est la tête de liste du PC aux européennes. Voilà ce qu'il a tweeté. Je le cite, « En 1939, mon grand-père juif a fui la Pologne pour échapper à l'antisémitisme. Heureusement pour lui, il est tombé sur des gens qui lui ont ouvert la porte et non sur des doctes qui auraient disserté sur les 7 plaies d'Égypte avant de lui tendre la main. » Les députés de la France Insoumise, notamment Adrien Quatennens, ont pris ce tweet pour une insulte. Ils ont raison? Non, mais bon, Yann a réagi avec ses tripes parce qu'il a une histoire qui est très particulière et il a réagi comme ça. Mais quel est le sujet? Alors sur ça, parce que ça, c'est un sujet politique de fond. Bien sûr, c'est la question du rapport de la gauche à l'immigration. Ce que pensent les communistes de cette question, et qui est beaucoup débattu à la fête, c'est que la France n'est pas à la hauteur de la politique d'accueil digne qu'elle devrait mener sur la question des migrants, premièrement, et au-delà de l'actualité, c'est-à-dire des drames qui jettent en ce moment des dizaines de milliers de gens sur les routes de l'exil
partant, fuyant les guerres du Moyen-Orient, il y a un enjeu très important qui est la question des migrations dans le monde à venir. Et nous pensons qu'il faut créer, au-delà de la question du droit d'asile, qui est une première question importante, des voies légales et sécurisées d'immigration pour permettre la circulation des femmes et des hommes dans le monde, mais pour leur permettre d'aller et de venir. Parce que tout circule dans le monde d'aujourd'hui, les marchandises, le capital, etc. Mais ceux qui n'ont pas le droit de circuler, en tout cas une grande partie d'entre eux, ce sont les femmes et les hommes, les humains. Donc le monde de demain sera un monde où il y aura de plus en plus de migration. Et la France doit regarder ça avec hauteur, d'autant que dans son histoire, les vagues d'immigration ont contribué à faire de la France une richesse. Que comme le disait Ali ou Karine, ça n'est pas anecdotique. Là, par-delà la présence de la France insoumise, est-ce que vous considérez qu'en s'intéressant ou en dissertant, comme disent certains, au Parti communiste, Jean-Luc Mélenchon, des causes de l'immigration sans se demander comment on va traiter le sujet, comment on va accueillir les gens, est-ce que c'est une différence idéologique absolument profonde entre... Voilà, c'est tout, c'est juste savoir, est-ce qu'il y a quelque chose de cassé sur ce sujet majeur? Pas quelque chose. Il y a une différence, effectivement, sur ce point, c'est-à-dire que nous considérons que, évidemment, qu'il faut parler des causes et des raisons pour lesquelles des gens fuient les régions et traiter ces causes pour permettre le développement d'un monde équilibré, alors qu'aujourd'hui nous avons un monde d'inégalités terribles, un monde en plus avec le réchauffement climatique qui va conduire à des drames et à des réfugiés climatiques de plus en plus nombreux. Donc il faut évidemment traiter ces causes, et ce débat est très sérieux, mais dire ça n'amoindrit pas à nos yeux la nécessité d'accueillir dignement les migrants qui fuient sur les routes de l'exil et qui ont droit à l'asile. Et il faut les accueillir dans toute l'Europe. Regardez, on s'émeut en ce moment de ce qui risque de se passer à Idlib. Et tout le monde dit il risque d'y avoir un drame humanitaire. S'il se produit, ce que je ne souhaite pas, nous allons tourner le dos à ces gens. Non mais attendez, pourquoi, à votre avis, vous qui les connaissez bien, pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis choisissent cette stratégie? Est-ce que c'est pas pour ne pas laisser ça à Marine Le Pen, cette espèce... Non, c'est parce que, pourquoi font-ils ça? Il y a un débat parmi les travailleurs français, parmi les travailleurs européens, qui vivent très durement les politiques ultralibérales qui sont menées dans nos pays et qui tirent sans cesse leurs conditions de travail vers le bas, qui tirent leur salaire vers le bas, qui détruisent des emplois. Et l'argument qu'on leur oppose tous les jours, c'est de dire « oui, mais c'est un problème de la compétitivité mondiale ». Alors qu'en vérité, le problème, ce sont les gens qui cherchent à faire du profit en instrumentalisant les inégalités du monde et en mettant les travailleurs en concurrence entre eux. Donc, il y en a qui disent, face à cela, s'il y a plus d'immigration, nous allons encore être tirés vers le bas. Et certains essayent d'instrumentaliser cette question. Nous pensons qu'il faut marcher sur les deux jambes et que c'est ça une vraie politique de gauche, non aux politiques de dumping social, de compétition entre les travailleurs européens, entre les travailleurs du monde. Et pour ça, tirons les droits sociaux vers le haut partout. Et deuxièmement, faisons preuve de solidarité, d'humanité et de fraternité quand des gens sont frappés par la misère, par la guerre, par un désastre climatique. Et c'est ça la grandeur de la France. Ça a toujours été ça la grandeur de la France. Laurent, je vous rappelle que Georges Marchais lui-même, à une époque, avait dit il y a trop d'immigrés en France et ça tire les salaires vers le bas. Vous avez eu des maires communistes qui ont même envoyé des bulldozers contre les immigrés. Donc peut-être que Jean-Luc Mélenchon est en dérive, mais le Parti communiste, à un moment, l'a été aussi. Dans les années 80. Écoutez, d'abord, le monde aujourd'hui est très différent. Et je pense qu'aujourd'hui, la mondialisation a bouleversé les données du problème. Et je le répète, aujourd'hui, tout circule, le capital, les marchandises, etc. Mais il y a une partie des humains sur la planète qui n'ont pas le droit de circuler comme les autres. Donc c'est un problème. Et il faut réduire les inégalités dans ce domaine aussi. Mais il faut le faire, évidemment, en développant la richesse de tous les peuples et en aidant tous les peuples à se développer et à trouver un monde plus humain. C'est notre combat. Et excusez-moi de vous le dire comme ça, Françoise Fressoz, mais la petite instrumentalisation de Georges Marchais à laquelle s'était livré à un moment donné le Front National. Non, mais ça fait partie de votre histoire. Le Front National, non, mais comme si Georges Marchais, que j'ai bien connu, avait été un jour de sa vie un raciste. Non, mais il a été interpellé comme une partie de la gauche par le fait que le Front National progresse dans l'électorat populaire sur la thèse de l'immigration. Eh bien, je pense que la leçon de toute cette période, et moi, c'est la leçon que je tire, la leçon que tirent les communistes, je le répète, c'est qu'il faut mener de front
la bataille On l'a de entendu, la Pierre Laurent. fraternité, On l'a l'humanité entendu, Pierre et la Laurent. Mais vous ne bataille pouvez pas faire contre la semblant mise en concurrence que des ce mouvement travailleurs. politique n'existe pas. En Allemagne, il y a un nouveau mouvement de gauche qui est né avec un discours dur sur l'immigration lancé par l'égérie de la gauche radicale allemande. Il s'appelle Debout. Aufstehen. Est-ce que ça pourrait, merci Karine, est-ce que ça pourrait se produire en France ? Pour moi, puisque j'ai vu qu'on appelait ça, je connais ce débat aussi, la situation de l'Allemagne est différente de la nôtre sur ce point. Parce que je rappelle quand même qu'en France, on parle de ça, mais nous, on n'accueille pas de migrants, très peu, quelques dizaines de milliers. Oui. La situation de l'Allemagne est très différente et la situation de l'Est de l'Europe est très différente. Mais j'ai vu qu'on parlait à ce propos, et je connais la dirigeante qui a construit ce mouvement, d'une gauche anti-migrant. Pour moi, la gauche anti-migrant, ça n'existe pas. Voilà. Je pense que la gauche, c'est une gauche qui lutte contre la mise en concurrence des travailleurs, je l'ai dit, et entre les travailleurs du monde, et qui lutte pour la fraternité et pour le partage, C'est et très pour clair. un monde de développement. Du coup, on a quand même envie. Et ce que je veux dire, puisqu'on met beaucoup cet exemple en exergue, qu'il y a eu ce débat dans la formation dont est membre la dirigeante en question, Die Linke, et que la position qui a été adoptée par le congrès de Die Linke en juin en Allemagne est la même position que celle que je défends. Et nous la défendrons ensemble dans la gauche européenne. Et d'ailleurs, nous tiendrons en novembre un meeting franco-allemand commun sur ces questions. Mais du coup, on a Karine. quand même envie de vous poser une question à la fois très simple et très cynique. C'est est-ce que vous pensez sincèrement qu'en tenant le discours qu'on entend parfaitement, c'est-à-dire de la défense de la cause des migrants, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en France, avec un discours comme ça, on gagne une élection? Non, mais vous retenez une partie de mon discours, justement, et on cherche à construire le débat politique de cette manière-là. Or, moi, je pense, je le répète, qu'il y a bien deux questions. Il faut effectivement faire preuve de solidarité et Oui, on d'humanité, l'a entendu, ça, mais Pierre Laurent. oui, mais c'est très important parce que c'est ce discours-là qui, je crois, peut être entendu. Mais la question, Ce c'est est-ce qu'il est discours qui audible en fait qui aujourd'hui? tient les deux bouts du problème, parce que sinon, effectivement, on ne répond pas à l'angoisse très forte, et que je comprends, de travailleurs qui se sentent sans cesse mis en compétition. Mais moi, ce que je dis, c'est que ceux qui les mettent en compétition, ce ne sont pas les migrants. Ceux qui les mettent en compétition, ce sont les multinationales et les grands groupes français qui organisent ce dumping social entre les travailleurs du monde. Et ensemble, avec les travailleurs français, nous devons mener ce combat. Vous Nathalie. pensez que c'est uniquement économique le problème, qu'il n'y a pas un tout petit peu d'inquiétude identitaire? Vous parlez sans cesse de causes économiques. Est-ce que vous n'imaginez pas qu'il peut y avoir autre chose alors que certains partis politiques considèrent qu'il y a surfent sur cette inquiétude? Oui, bien sûr, il y a les deux problèmes, mais le problème économique est fondamental. Moi, je considère, parce que c'est quand même ça la question, c'est est-ce que nous considérons que les conditions actuelles de l'organisation de la mondialisation capitaliste, c'est une donnée du problème à laquelle on ne peut pas toucher? Eh bien, c'est ça la grande originalité du Parti communiste, c'est d'être une force qui dit non, le monde doit être organisé autrement. Et justement, on va Nous ne prendre tournons le pas temps d'en dos. parler. Bien sûr que nous allons rester dans un monde de mondialisation économique aujourd'hui, avec des échanges à l'échelle internationale. Mais est-ce que la seule manière d'organiser la mondialisation, c'est en suivant les préceptes des multinationales qui nous disent Oui, tous les d'accord. matins, il faut tirer les salaires vers le bas? Nous pensons le contraire. Et cette question-là, elle est importante. Ensuite, il y a aussi, effectivement, face à ça, des questions qui touchent je dirais, à l'identité culturelle, à la manière dont les peuples entendent pouvoir vivre ensemble. Et moi, je crois que mêler les cultures, se respecter en faisant respecter chacune de ces cultures, c'est une manière de construire justement aussi une autre mondialisation qui ne soit pas une mondialisation de la guerre, de l'opposition entre les identités, de l'opposition entre les cultures, mais une mondialisation de partage. Le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, est l'invité de France Inter, du journal Le Monde et de France Info ce dimanche. France Inter, Ali Badou, question politique. C'est la tradition, Pierre Laurent, votre portrait signé Karine Bécard. Pierre Laurent, vous n'aviez apparemment jamais espéré ni même imaginé que vous auriez un jour le Parti communiste à diriger. C'est vrai que tout le monde n'a pas forcément envie de faire le même métier que son père. Le vôtre, Paul Laurent, avait été longtemps le numéro 2 du mouvement. Il avait été notamment chargé par Georges Marchais de négocier
le programme commun avec François Mitterrand. Mais non, vous, c'est le journalisme qui vous plaît. Vous exercez pendant plus de 20 ans comme rédacteur d'abord, puis comme directeur au journal d'Humanité. Certes, vous savez militer depuis l'âge de 15 ans. Certes, votre père, on vient d'en parler, votre mère, vos 2 frères aussi, sans oublier vos oncles, vos tantes, vos cousins, ils sont tous adhérents au parti, ou au moins syndiqués à la CGT. Mais au milieu de tout cela, vous donc, Pierre Laurent, vous préférez plutôt jouer les intellos, c'est-à-dire ceux qui observent et qui aiment bien prendre du champ. Et puis finalement, vous êtes tombé dedans. En 2010, à 53 ans, vous devenez le patron des communistes. J'ai envie de refaire du Parti communiste le grand parti populaire qu'il a été. Et je pense que ce siècle-là, c'est celui où on va se poser la question d'inventer un autre mode de développement que le capitalisme. Et je crois que les communistes ont des choses à dire, ont des choses à apporter dans la gauche. Alors, refaire du PC, le grand parti populaire qu'il a été, c'est ce que vous disiez. En 8 ans, sincèrement, ça n'a pas vraiment marché. Quant à la nouvelle société loin du capitalisme que vous rêviez d'inventer, là aussi, pour l'instant, je dirais que c'est assez raté. Mais peu importe, cela ne vous a pas empêché d'être réélu 2 fois déjà à la tête du parti, ni de devenir, Pierre Laurent, entre-temps, sénateur de Paris. Non, en fait, le vrai problème, c'est surtout votre allure assez flegmatique et ce style, vous en conviendrez, pas très charismatique. Du coup, participer au Front de gauche avec Jean-Luc Mélenchon vous a semblé très vite, pour vous et pour le parti, une assez bonne option. Lui apportait cette incroyable autorité et vous lui offriez, du moins c'est ce que vous espériez, la structure, c'est-à-dire un mouvement organisé et bien sûr des idées. Bref, première bataille en 2012 pour l'élection présidentielle et puis tout s'est tout de suite déréglé. Sur le plan personnel, la relation a toujours été bonne, plutôt de son fait d'ailleurs, parce qu'il a meilleur caractère que moi, mais ça n'enlève rien des problèmes qu'on a à traiter. Alors ces propos-là, très juste. ces propos-là remontent au 14 septembre 2013. On est justement à la fête de l'UMA et c'était donc il y a 5 ans. Mais désormais, c'est vous, Pierre Laurent, à 61 ans, qui avez décidé de ne plus vous faire malmener. Le petit-fils d'ouvrier a visiblement commencé à se rebiffer. Vous êtes en train de montrer que finalement, vous savez, vous aussi, vous énerver. Alors gentiment, mais avec des mots qui sont parfois cinglants. Sauf que si vous estimez aujourd'hui que vous n'avez plus à compter sur lui, c'est qu'à la base, tout de même, vous avez fait, a priori, une erreur de stratégie. Pierre Laurent. Non, je ne crois pas. Je pense que le Front de gauche était une stratégie qui était annonciatrice des besoins justement de reconstruire la gauche. Parce que nous avions conscience à ce moment-là que depuis 2005, en fait, depuis la victoire du non au référendum sur le traité constitutionnel européen, qu'une nouvelle gauche était en train de naître. Donc nous avons travaillé à cela. Depuis, il y a des choses qui se sont passées plus compliquées, mais cet objectif-là reste le mien. Et vous disiez que mes objectifs, je les avais ratés. C'est sûr que je suis pas du tout au bout du travail que je voulais mener et j'ai bien envie de le continuer. Mais je veux faire une remarque quand même. C'est que sur la question du capitalisme, non seulement nous n'avons pas raté, mais c'est, je pense, la grande question du XXIe siècle. C'est la question que pose Nicolas Hulot quand il dit qu'il bute sur le système. Et c'est la question que posent les communistes sur la mondialisation dont on parlait tout à l'heure. Alors justement, donc, Pierre Laurent. Il y a aujourd'hui un débat planétaire qui est en train de se développer sur l'idée il faut construire au XXIe siècle un autre mode de développement que le mode de développement capitaliste. Et cette idée-là, qui est l'idée des communistes depuis Marx, eh bien, elle est en train de prendre une actualité tout à fait nouvelle dans le XXIe siècle. Et on va en parler justement. justement. C'est une question d'avenir. Parce que Françoise a écouté votre discours hier à la fête de l'Humanité et notamment vous avez retenu cette phrase, Françoise, nous voulons être des fabricants d'espoir. Et oui, et alors j'ai un peu souri parce que quand on fait le bilan des 10 dernières années, quand vous partez du scandale de la faillite de Lehman Brothers, quand vous voyez la crise des subprimes, quand vous voyez ces 7,5 millions d'Américains qui ont perdu leur logement, quand vous voyez les politiques d'austérité qui ont été menées à travers l'Europe, le grand gagnant, ça a été le populisme. Tout d'un coup, un homme ou une femme estime représenter le peuple, prend le pouvoir. On ne voit pas véritablement d'amélioration. L'idée communiste, elle, n'a pas triomphé du tout. Donc je voudrais votre analyse. Pourquoi le communisme n'a pas
répondu aux attentes de cette crise. On aurait pu imaginer finalement que les petits se rebellent contre les gros et on a vu un mouvement populiste contre les dirigeants. Et est-ce que vous êtes à l'aise avec le populisme? Est-ce qu'il faut au contraire une rupture franche? Et ça nous ramène aussi à la question Mélenchon, c'est-à-dire est-ce que Mélenchon est une dérive de ce que vous avez voulu faire à travers le Front de gauche? Est-ce que vous voulez rompre avec lui? Est-ce que vous voulez continuer avec lui? Non, Pierre-Laurent. d'abord, enfin deux choses sur ce que vous dites. D'abord, la montée des populismes, elle est due à quoi? Depuis la crise de 2008. Elle est due au fait que les dirigeants capitalistes, au lieu de tirer la leçon que leur monde était dans l'impasse, ils ont dit on continue. De la même manière qu'en France, quand les Français ont dit non au traité constitutionnel européen, Nicolas Sarkozy puis François Hollande ont dit on continue comme avant en Europe. Donc on sait que non mais attendez, on sait que ce système produit des catastrophes sociales et écologiques, mais on dit on continue et on continue l'accumulation financière et d'ailleurs on va vers de nouvelles crises si on continue comme ça. Et c'est ça qui nourrit le populisme. Parce que la conséquence de ça, c'est qu'à jeter les gens dans la misère, à les jeter les uns contre les autres dans la concurrence, eh bien on ouvre des portes à ça et on le sait très bien puisque ça s'est déjà produit dans l'histoire et ça risque de se reproduire à nouveau. Alors on ne peut pas faire porter quand même aux communistes la responsabilité de ça. Il faut désigner les... Mais quand vous faites ce constat... Vous n'avez pas été un refuge à ce moment-là. Les gens sont pas venus vers vous. Quand vous faites ce constat, vous devez aussi dire des choses sur qui porte la responsabilité de cette situation. Et ça continue. Je vois que pour les élections européennes, on est en train de nous dire... Vous n'avez le choix qu'entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et tout le monde commence à organiser le débat comme ça. Eh bien non, il y a une autre voie qui est celle d'une lutte farouche contre la mondialisation. Vous dites que ça ne progresse pas. Ça n'est pas vrai. Bernie Sanders pose cette question aux États-Unis et il a le vent en poupe dans le Parti démocrate américain. Non, mais il travaille dans le même sens que nous. Ah, il est vraiment Jeremy pas communiste. Corbyn, en Grande-Bretagne aussi. Il n'est pas communiste non plus. Mais bien sûr, mais moi je ne dis pas qu'il ne va y avoir seulement des communistes qui vont porter cette idée-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que vous gardez de l'héritage communiste et qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner pour essayer de reconstruire cette gauche? Eh bien, je garde de l'héritage communiste l'essentiel, c'est-à-dire que pour dépasser ce système capitaliste, il faut construire un monde des communs. Il faut remettre à l'ordre du jour. Je vais vous prendre un exemple. Il y a donc supprimer la propriété privée des moyens de production. Une des fondatrices en France, qui est la sécurité sociale. C'est une idée communiste. Et elle a été construite en France par un ministre communiste à la Libération, Ambroise Croizat. Eh bien aujourd'hui, et j'en ai fait une grande partie de mon discours hier, si vous l'avez écouté, nous avons le devoir de construire une sécurité sociale du XXIe siècle. Nous devons passer à une autre étape de la sécurité sociale, au lieu de le continuer à la détruire. Il faut reconstruire le système de santé. Par exemple, sur la lutte des classes, vous avez abandonné le concept. Vous me parlez à quoi ça sert, les communistes? Eh bien, ça sert à dire ça. Parce que les communistes, ils ont servi à construire la sécurité sociale, que certains cherchent à détruire. Et aujourd'hui, les communistes disent il faut construire un nouvel étage de la sécurité sociale. Par exemple, il faut couvrir, par le service public, les besoins pour la perte d'autonomie. Il faut un nouveau développement du système de retraite, pas un développement du système de retraite. Mais sur le fond, votre rapport avec le populisme, est-ce que c'est une condamnation ferme, absolue, ou est-ce que vous dites c'est peut-être le mouvement porteur en ce moment? De quoi vous parlez quand vous parlez de populisme? Si vous me parlez des mouvements de droite et d'extrême droite qui se développent en Europe sur un mode antidémocratique, et qui disent la démocratie c'est fini, comme Orban par exemple, qui est un dirigeant de droite, qui travaille avec l'extrême droite italienne, et qui disent la démocratie c'est terminé, maintenant il faut des régimes autoritaires, et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Évidemment, nous sommes radicalement contre ça. Et toutes ces formes de populisme, nous allons les combattre. Et nous pensons, nous au contraire, que l'avenir passe aussi par le développement de la démocratie, parce qu'il faut que les gens reprennent du pouvoir sur la politique. Donc moi, la politique que j'ai envie de construire, c'est résolument un essor de la démocratie. Et ça s'oppose effectivement à la conception populiste vous dites, qui est celle des chefs. Populisme d'extrême droite, mais le populisme à la Mélenchon, comment vous situez par rapport moi, à... je pense que dans la gauche, en France et en Europe, il y a parfois des tentations de céder à ça, en disant, puisque le combat est si difficile, on va prendre des raccourcis, on va faire comme ça. Je n'y crois pas et je pense que c'est dangereux. Ça veut dire que c'est la rupture avec Mélenchon aujourd'hui. Si vous êtes fidèle à ce que vous dites, c'est la rupture. Parce que mais soyez clair, j'alerte
ouverture, cette attention. J'alerte. Midi et demi, ça fait la moitié. Ça fait une demi-heure qu'on passe du temps avec vous. On n'a toujours pas compris votre stratégie. Stop ou encore, Jean-Luc Mélenchon? Vous restez avec lui Mais ou pas? bien, nous allons travailler avec la France Insoumise, avec des secteurs du Parti Socialiste qui veulent dialoguer avec nous. Emmanuel Morel était hier à mon discours à la fête de l'Humanité avec Marie-Noëlle Lienemann. Benoît Hamon était là, des écologistes étaient là. Il faut que ces forces continuent à travailler et à discuter ensemble. Il y a des débats entre elles, et alors? Mais c'est pas Il y a des débats, toujours eu des débats dans la gauche. avec. Vous croyez qu'on n'avait pas de Non, mais débat avec attendez. les socialistes Non, Nathalie ce qu'on voudrait Saint-Cricq. savoir, de la c'est gauche? à quoi vous servez et combien vous pesez. Je veux dire, on va faire une chose très simple. Certes, unir les forces de gauche. On voit Mélenchon, je ne vais pas parler du sondage sur les européennes, il est peut-être à peu près maturé. On vous voit entre 1,5 et 2%. La gauche, c'est pas terrible non plus, mais est-ce que finalement vous n'êtes pas juste une force d'appoint, même si, comme vous le disiez tout à l'heure, vos idées sur la sécurité sociale sont des idées qui peuvent être porteuses. Non, Mais parce que maintenant, si tout le vous monde voulez les a juger- prises, c'est la même la Non. CFDT. Donc, Si vous voulez juger, à si quoi vous vous voulez sert- à quoi juger- sert le PC oui, mais si aujourd'hui? vous voulez juger de Pierre Laurent. l'utilité du Parti communiste, effectivement, vous ne pouvez pas le juger que sur ses résultats électoraux. Parce Bah que non. Non, Et mais puis en plus, attendez, quand ça vous n'a mettez cessé de 500 000 baisser. personnes à la fête de l'Humanité pour dialoguer ensemble, vous pensez que ça n'a pas d'influence Mais sur attendez, c'est les pas au idées poids. de la Je veux dire, les gauche? militants, Attends, sur les idées de la gauche, excusez-moi, attendez, sur les idées de la gauche, quand vous faites avancer dans la société des grandes idées comme celles que je développe sur la sécurité sociale du XXIe siècle, à rebours de tout ce qui se Non, mais raconte. vous êtes peut-être une boîte de à tout idées, ce mais qui c'est se les autres raconte. qui vont le porter. Oui, mais c'est ça qui fait progresser Mais- la société. Parce que les communistes, en créant la sécurité sociale, ont plus fait progresser la société française que beaucoup d'autres forces qui, parfois, pourtant, faisaient plus de voix qu'eux. Et quand les communistes disent, par exemple, en ce moment, que le combat écologique et le combat social ne doivent plus faire qu'un. Et Jean-Luc Mélenchon l'a Eh fait bien- en son temps, il y a un certain temps, il l'avait fait aussi. Oui, Son eh tournant bien, écologique, presque c'est avant pour ça vous. qu'il y a des zones de débat entre nous. Mais quand nous le faisons et quand nous travaillons à réunir, moi j'ai dit hier à la fête de l'Humanité, quand le grand fleuve du combat écologique rejoindra le grand fleuve du combat social, alors là on changera le monde. Et ces idées-là que nous semons dans la société, elles sont extrêmement utiles. Et le Parti communiste joue un rôle très important dans la société française. Et il marque de son empreinte tout au long du XXe siècle et aujourd'hui encore la vie de nos sociétés en France et en Europe. Alors oui, évidemment, Vous diriez ça un doit se spectre traduire, entre l'Europe, le ça spectre doit du se communisme. traduire par une plus grande influence électorale. Et la Y a pas un question problème de la d'incarnation présence aussi et de l'affirmation des idées communistes dans les grandes échéances électorales est une question à laquelle nous allons travailler avec plus d'importance. Parce que nos efforts unitaires doivent aller de pair avec une affirmation plus grande de nos idées, y compris dans les élections. Et c'est ce que nous allons faire aux élections européennes avec Yann Brossa, le chef de file que nous avons désigné. Karine Mais Bécard. on a quand même envie de vous entendre sur votre bilan, parce que ça fait 8 ans que vous êtes à la tête du PCF, que vous êtes secrétaire national. Quand on vous écoute, on a l'impression que finalement, voilà, tout va bien, vous avez avancé, vous êtes aujourd'hui malgré tout à 1 à 2% dans les études d'opinion, vous n'avez pas présenté de candidat à la dernière présidentielle. Donc, quelle existence vous avez? Quel bilan tirez-vous de ce qu'est devenu le PCF Eh aujourd'hui? bien, par exemple, le bilan, parce qu'effectivement, c'est un bilan qui ne me satisfait pas, moi non plus, parce qu'il y a des choses fortes et positives dans ce bilan, et il y a des choses qui le sont moins. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au lendemain des élections législatives dernières, j'ai proposé qu'on tienne un congrès extraordinaire du parti. En l'avançant, il va avoir lieu fin novembre, et nous le préparons depuis 1 an. Par exemple, j'en tire la leçon qu'il faut savoir mieux conjuguer notre esprit unitaire. Et nous n'allons pas nous départir de notre esprit unitaire, quelles que soient les polémiques que veulent générer les uns et les autres, avec les forces de gauche dont je parlais tout à l'heure. Mais il faut manier cela avec une affirmation plus grande des idées communistes dans la société, en les portant dans les élections. Nathalie Saint-Cricq. André Laissez-moi Chassaigne, c'est terminer. quelqu'un de Et chez vous il faut le qui faire. considère que vous vous êtes Et- peu à peu effacé. C'est lui, c'est pas mes mots. Qu'est-ce que vous lui Eh bien, répondez vous effectivement, nos stratégies unitaires ont parfois conduit à ça. Et ça ne va pas. Pourquoi? Donc, Parce que c'était la une erreur. gauche, parce que pour faire progresser la gauche, il faut un parti communiste. Il faut que les idées du parti communiste rayonnent. Je le disais à propos de la sécurité sociale, mais on pourrait prendre d'autres exemples. À chaque fois que la gauche a été forte, ou à chaque fois surtout que la gauche a fait des réalisations qui font avancer le bien-être de notre peuple.
Les communistes ont toujours joué un très grand rôle sur ça. Et si vous regardez les grandes lois de la gauche, celle-là, ou par exemple celle sur la mixité dans le logement social, ce qu'on appelle la loi SRU, c'est grâce à un ministre communiste. La défense et la promotion du réseau public ferroviaire, c'est avec un ministre communiste dans les années 80, à rebours de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. La maîtrise publique de l'eau et des barrages hydrauliques qu'on veut remettre en cause aujourd'hui avec les politiques de déréglementation, c'est un ministre communiste. Donc la gauche progresse quand le Parti communiste est fort. Donc il faut qu'il y ait un meilleur équilibre entre l'affirmation de nos positions, y compris dans les échéances électorales, et notre esprit unitaire. Et deuxième chose, je comprends pas. Il y a une chose à changer. En fait, il y a quand même un... En fait, non, très sincèrement, c'est juste le citoyen que je suis ne comprend pas ce que vous avez comme stratégie. Parce que, monsieur... Eh bien, c'est monsieur Laurent. Parce qu'on voit la gauche divisée. Ça veut dire, ça veut dire que la gauche, c'est pas une formation politique unique. D'accord. Et que dans la gauche, il y a plusieurs, et chacune doit être respectée, et le Parti communiste doit renforcer sa position dans cette gauche, comme Parti communiste avec ses idées, pour faire progresser l'ensemble de la gauche. Et deuxième idée, il faut plus d'innovation et d'audace. Vous éloignez de Jean-Luc Mélenchon, vous reprenez de l'autonomie politique. Mais moi, j'ai jamais voulu me fondre dans Jean-Luc Mélenchon ou dans le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, il est comme ça, quand Jean-Luc Mélenchon a posé cette question de faire un parti unique, ce qui était déjà l'idée avant du Parti socialiste qui voulait faire une seule formation, j'ai toujours dit non. Le Parti communiste va rester lui-même. Et il ne se diluera pas dans la France insoumise, pas plus hier que demain. Le Parti communiste va exister, va développer ses idées dans l'intérêt mutuel de la gauche, mais il va le faire parce que cette originalité de nos idées, elle est nécessaire au progrès de la gauche. Nous posons des questions que d'autres ne poseront pas et qui sont importantes. Je l'ai dit tout à l'heure. Le débat qui agite le PC aujourd'hui, c'est est-ce qu'on continue avec Jean-Luc Mélenchon ou est-ce qu'on fait une stratégie d'autonomie ou en tout cas de retour? C'est ce que vous dites du débat à l'intérieur du Parti communiste. C'est pas exactement le débat du Parti communiste. À l'intérieur du Parti communiste. Des questions dans le Parti communiste. Votre ligne, Pierre Laurent, c'est quoi exactement? C'est entre les deux ou c'est nettement d'un côté ou de l'autre? Eh bien, j'ai dit trois choses hier dans mon discours. Si tout à l'heure vous disiez que vous l'aviez écouté, j'ai dit il y a trois idées. Il faut une affirmation plus grande et une plus grande confiance dans les idées communistes parce qu'elles sont anticipatrices sur beaucoup de questions et notamment l'invention d'autres logiques que le capitalisme et donc affirmation des idées communistes et donc présence du Parti communiste dans les grandes échéances électorales. Deuxièmement, c'est esprit unitaire. Parce que cette affirmation ne doit pas pour moi, ça n'est pas une stratégie d'isolement, ça doit aller de pair avec une stratégie unitaire, avec toutes les formations de la gauche sur des contenus. Et troisièmement, c'est novation et audace, parce qu'il y a des problèmes nouveaux dans le monde, qui prennent plus d'importance, disons, ils ne sont pas nouveaux. La question des migrations, la question du regard qu'on porte sur la mondialisation, la question de l'écologie, la question de la révolution numérique sur laquelle nous avons tenu, la question de la culture dont on ne parle pas assez. Oui. Nous allons tenir une convention nationale sur la culture. Donc c'est ces trois idées sur lesquelles il faut avancer en même temps. Et justement, peut-être mon originalité dans le débat du Parti communiste, c'est de ne pas dire il y en a une et pas les autres. C'est que justement, il faut avancer sur ces trois fronts en même temps. Pierre Laurent est l'invité de Questions politiques ce dimanche. France Inter. Questions politiques. Nathalie Saint-Cric, vous vouliez revenir sur l'offensive à gauche d'Emmanuel Macron. Absolument. Qu'est-ce que vous pensez de ces signes envoyés? Alors, il y a des signes de très différentes natures. Il y a le plan pauvreté, qui a quand même été salué par un certain nombre de personnes, comme Laurent Berger. Il y a également, alors Maurice Audin, c'est d'une nature totalement différente. Vous en êtes félicité. Et il y a finalement ce constat aussi dans le discours de l'autre jour, quand 15 mois il avait changé. Est-ce que vous y croyez? Dernier point, le droit de succession. On a entendu Christophe Castaner et un certain nombre de députés de dire que finalement, c'était un élément central pour faire finalement que l'inégalité de naissance soit corrigée. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même quelque chose à reprendre dans tout ça? Alors, bon, moi, je ne vois pas d'offensive à gauche d'Emmanuel Macron. Je vois une politique qui, depuis le premier jour, s'est mise à servir les privilèges de la finance et continue à le faire parce que quand même, le budget qui s'annonce là, c'est un budget de massacre des budgets publics et des politiques sociales. Vous parlez du plan pauvreté ? Dans tous les domaines, pour continuer à privilégier des politiques qui vont faire grossir les revenus des dividendes et des actionnaires. Et cette politique, nous la combattons. Maintenant, vous avez évoqué trois questions. Voilà. Je veux bien les évoquer les unes après les autres.
Le plan le pauvreté, petit déjeuner pour les enfants, la Maurice cantine Audin ado. et les droits de Oui. succession, ça fait quand même des C'est choses très assez différent, mais différentes. c'est donc. des petits signaux quand même, ou des gros Alors, signaux. Partons du plan pauvreté. Le plan pauvreté, il est extrêmement insuffisant. On voit bien qu'Emmanuel Macron se rend compte que sa politique d'inégalité, qui fait qu'on l'appelle le président des riches, et c'est mérité parce que c'est la réalité de ses politiques, lui pose un énorme problème. Parce que tous ceux qui avaient cru au D'accord, nouveau monde d'Emmanuel Macron se Donc, rendent compte. quoi Donc qu'il il fasse, essaye ça de sera le président des corriger, riches. il essaye de corriger sa communication sur ça. les Mais 8 en milliards, matière c'est pas de de la com, politique enfin. concrète, on est très très loin du compte avec ce qu'il a annoncé sur le plan pauvreté. Donc il y a quelques petites mesures positives, tant mieux. Lesquels? Et Lesquels? il lâche un peu plus d'argent, il va revaloriser certaines prestations, il en baisse d'autres, hein. Donc on est très loin du compte. Mais je le répète, mais surtout, le plan ne s'attaque pas aux racines du mal. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait plonger des gens dans la pauvreté? On le sait, c'est la perte de l'emploi, c'est l'impossibilité de se loger et c'est la précarité alimentaire. Sur ces trois questions, il n'y a aucune mesure sérieuse qui soit prise pour inverser la tendance. Il faut sécuriser l'emploi et pas continuer à le précariser. Il faut mener une politique de logement accessible au plus grand nombre. On fait la loi Elan qui va favoriser la promotion immobilière spéculative. Et on ne fait rien de sérieux sur la question de la précarité alimentaire. Est-ce que, malgré Donc tout ce qu'il on fait au ne niveau des tarit jeunes, pas les causes de la pauvreté avec le plan qui a été Je voudrais annoncé. juste vous demander, Françoise Fressoz, il y a une puis philosophie Karine. de Macron qui consiste quand même à dire on est dans une société de rente. C'est-à-dire certains ont des avantages, d'autres en ont pas, et ceux qui en ont pas ont beaucoup de difficultés à avoir un cursus qui les amène vers la promotion sociale. Donc toute son idée, par exemple, de la prévention de la petite enfance, de faire en sorte que ceux qui sont les moins riches ou les moins dotés par la société aient plus, est-ce que ça, vous êtes fondamentalement en désaccord avec cette philosophie ou pas? Mais oui, mais ça n'est Pierre pas Laurent. parce que Emmanuel Macron évoque le problème central. Le Mais vous êtes en problème, désaccord c'est pas un désaccord problème, avec l'idée- c'est pas un problème de ceux qui, à la naissance, sont favorisés par rapport aux autres. C'est pas ça le problème. Ah bah, il y a Si des on inégalités non, de mais destin pour attendez, citer le président de la République, Pierre Laurent. si on cherche de l'argent, c'est un système qui organise la Non, mais il y a des progression de la inégalités de rente. destin qui existent. Non. Dans Attends, quand une on est dans une société, famille bourgeoise dans une ouvrière, on est société absolument à qui veut égalité. progresser et qui veut faire progresser les humains, ce qui compte, c'est l'éducation. Ce qui compte, c'est la formation. Ce qui compte, c'est qu'on donne à chacun la possibilité, quand il travaille, d'avoir un bon salaire et pas de Mais travailler. il y a des en inégalités disant qui aux se gens- perpétuent en de disant- génération en génération, Pierre Laurent, non, non? mais écoutez, moi, j'ai vécu dans une génération, j'ai grandi dans une famille ouvrière. Eh bien, dans cette famille ouvrière, on progressait. Oui, mais plus, On plus trop progressait. maintenant. Aujourd'hui, quand vous vivez dans une famille ouvrière, vous avez peur que vos enfants tombent dans la misère. Pourquoi ? Parce que cette société ne privilégie qu'une chose, l'accroissement des rendements financiers des actionnaires. Je vais vous citer un chiffre que j'ai cité hier à la fête de l'UMA, parce qu'on parle de 8 milliards pour le plan pauvreté. Les revenus financiers des entreprises et des banques ont atteint en 2017 342 milliards d'euros. Vous savez combien cotisent à la sécurité sociale ces 342 c'est pas un peu milliards d'euros? réducteur? Laissez-moi terminer. Est-ce- 0 oui. euros. Pourquoi ? Parce que en France, aujourd'hui, plus on accumule de la richesse à travers les revenus financiers, moins on contribue au partage des richesses. Les paradis fiscaux, ils sont pas sous les tropiques. Ils sont ici en France Mais tous les monsieur jours. Laurent, C'est ça est-ce qui que va c'est pas. pas trop Françoise, puis réducteur Karine de Bécard. voir tout au niveau financier? Par exemple, si on prend l'éducation nationale, quand vous regardez les statistiques, qu'est-ce qui réussit très bien? C'est les enfants d'enseignants, parce qu'ils connaissent parfaitement le système. Qu'est-ce qui ont du mal à y arriver? Ce sont les enfants d'ouvriers. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, à l'intérieur même de notre système, même si l'éducation est gratuite et ouverte à tous, est-ce qu'au fond de notre système, ça ne mérite pas d'être transformé en profondeur, comme le dit Emmanuel Macron? Mais bien sûr. Mais pourquoi on réussit moins bien? Parce que en Seine-Saint-Denis, pour prendre cet exemple, où se tient la fête de l'humanité, on continue d'avoir un taux d'encadrement dans le système scolaire qui est inférieur à ce qu'il est dans le reste du Et pays. le La dédoublement des République classes, aujourd'hui, le la dédoublement des classes, République c'est quelque chose aujourd'hui que vous est une approuvez, ça. république de l'inégalité et des territoires oubliés. Et au lieu de mettre tout le monde dans les conditions de pouvoir progresser dans sa vie, on continue de faire le contraire. Il y a eu une grande mobilisation l'année dernière, animée notamment par le maire communiste de Grigny, pour une grande politique de mise à niveau de la présence de la République, notamment dans les services publics, dans tous les territoires, et notamment les zones populaires. Jean-Louis Borloo, qui ne fait pas partie de mon camp,
politique à porter cette idée. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Il a demandé un rapport à Jean-Louis Borloo, il a pris son rapport, il l'a mis à la poubelle. Il l'a mis à la poubelle. Eh bien, c'est la seule mesure positive qu'il ait prise depuis le début du quinquennat. Le dédoublement des classes dans les catégories, dans les zones d'éducation prioritaire. Mais le problème, c'est qu'on le fait en piquant des postes ailleurs, alors qu'il faudrait créer de l'emploi dans l'éducation nationale. Donc nous sommes à rebours des politiques qu'il faut mener. Et il faut pour ça s'attaquer, je le répète, aux privilèges de la finance. C'est quand même scandaleux qu'on ait commencé le quinquennat par la suppression de l'ISF. C'est extrêmement symbolique, mais en vérité, ça dit tout de la philosophie de la politique. Karine Bécard. Vous ne trouvez pas quand même que ce dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire le dédoublement des classes quand on est petit, le fait d'aider certains jeunes qui mangent peut-être pas à leur faim, leur permettre à d'autres au collège d'avoir une cantine à 1 euro. Vous avez vu qu'on aide les gens qui ont du mal à se nourrir? Il me semble que c'est ce qu'il a envie de mettre en place. C'est ce qu'on fait dans les municipalités communistes depuis des dizaines d'années, de servir des petits déjeuners gratuits aux enfants qui ne peuvent pas manger décemment. Donc c'est quand même pas une idée nouvelle. Ce qui devrait être nouveau, c'est qu'effectivement, par exemple, on se pose la question de donner à ces familles-là les moyens de vivre dignement. Pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas le SMIC ? Le SMIC aujourd'hui, on ne vit pas avec le SMIC. Le Secours populaire a publié une étude qui demande à des gens qui sont dans la difficulté combien vous pensez qu'il faudrait à peu près pour vivre, alors qu'on sait que les minima sociaux voisinent entre 500-600 euros et 700 euros aujourd'hui. Ils disent qu'il nous faudrait 1100 à 1200 euros pour vivre. Et on ne veut pas augmenter le SMIC et on théorise tous les jours que c'est impossible de le faire alors qu'il y a des profits gigantesques qui s'accumulent dans les grandes entreprises et on ne veut pas relever les prestations sociales. Donc on maintient les gens dans la difficulté et on n'est pas en train de les aider. Et c'est cette philosophie qu'il faut changer. Alors Pierre-Laurent, il y avait aussi une autre question dans la question de Nathalie Saint-Cric qui était celle de la reconnaissance par le président de la République de la responsabilité de l'État français dans la mort de Maurice Audin en 1957. Est-ce que le président de la République doit aller plus loin maintenant ? Il a été, alors là, moi qui suis très critique, il a été en l'occurrence très loin. Il a été là où nous demandions qu'il aille, lui, ou nous l'avons demandé au président de la République précédemment, sur cette question. Et c'est extrêmement important. Il a reconnu la responsabilité. Il n'y a pas eu de repentance. Il a reconnu la responsabilité de la France et de l'armée française dans l'assassinat de Maurice Audin. Donc, Maurice Audin, ce que nous savions, mais l'État avait maintenu le mensonge sur ça depuis 61 ans, a été assassiné après avoir été torturé. Il a dit une autre chose très importante, c'est que ça n'était pas un cas isolé, mais que c'était le résultat d'un système de répression et de torture qui avait été mis en place à ce moment-là, et il l'a dénoncé. Et troisièmement, il a dit ce que nous demandions, il a demandé l'ouverture des archives pour que les historiens puissent travailler à la recherche de la vérité. Donc c'est une victoire extrêmement importante, obtenue c'est un combat que nous menons depuis très longtemps, que l'humanité mène depuis très longtemps. Et il y a eu une cérémonie extrêmement émouvante au début de la fête de l'humanité en présence de Josette Audin et de tous ceux qui avaient mené ce combat. Et c'est un combat que nous avons mené avec beaucoup d'autres. Et récemment encore avec Cédric Villani, puisque les mathématiciens, vous le savez, sont mobilisés sur ça depuis très longtemps. Qu'est-ce qui fait que ce président-là a accepté ce que vous demandiez alors que vous aviez demandé à plusieurs autres présidents, notamment à François Hollande? Eh bien parce que notre travail de vérité a fini par payer, nous avons fini par convaincre. Je pense aussi qu'il s'est produit une chose importante, c'est que Cédric Villani, qui menait ce combat depuis longtemps, bien avant d'être dans la politique, puisqu'il présidait... Parce qu'il connaissait les enfants aussi. Mais parce qu'il connaît ses enfants, parce que la communauté scientifique mathématique est depuis très longtemps, et les plus illustres mathématiciens français depuis très longtemps, se mobilisent pour faire reconnaître la vérité sur Maurice Audin, puisqu'il était un jeune mathématicien extrêmement brillant. Et Laurent Schwartz, par exemple, et beaucoup d'autres, Jean-Pierre Kahn, qui lui était communiste aussi, ont mené ce combat. Et Cédric Villani menait ce combat à nos côtés depuis longtemps. Et cette fois-ci, ça a permis, avec Sébastien Jumel, le député communiste, qui connaît bien la famille aussi, avec l'Humanité qui a relancé ce combat, de réaliser à nouveau un appel. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, vous parlez d'une synthèse positive entre la société civile et le combat communiste. Mais moi, vous savez,
tout le combat des communistes est fait pour unir la société française, pour l'unir vers du progrès social, vers du progrès humain. Les communistes, toute leur histoire est marquée par le fait qu'ils savent unir la société française. Et nous l'avons montré dans les grands moments de l'histoire française. Et reconnaître les crimes de la colonisation, c'est faire progresser la France tout entière. Nathalie. C'est dans Laurent, cet esprit que nous sommes. Emmanuel Macron a parlé d'apaisement. Est-ce que vous considérez que pour que l'apaisement soit total, il a parlé aussi de toutes les mémoires et de tous les disparus? Est-ce que vous considérez que le travail qui a été fait par Emmanuel Macron et qui sera fait avec l'ouverture des archives doit être fait de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire en Algérie, alors même qu'il y a d'anciens personnages du FLN qui sont encore au pouvoir? Je pense que... Sur les harkis, sur tout le monde. Mais il doit être fait. Et toutes les mémoires, nous avons la responsabilité de le conduire en France. Moi, je n'ai pas de leçon à donner Enfin, l'Algérie nous en donne régulièrement en nous disant que... Mais je pense que si la France fait son travail, elle vient de le faire sur Maurice Audin, et il faut aller au bout de cette vérité, parce qu'il n'y a pas que Maurice Audin, il y a beaucoup d'Algériens aussi qui sont morts entre les mains de l'armée française dans les mêmes conditions. Il faut aller au bout de ça. Il y a la question de la mémoire des harkis, que la France, après avoir utilisé les harkis contre la majorité du peuple algérien, les a traités comme des chiens quand ils sont arrivés en France. Ça, c'est la vérité. Il faut parler aussi du traumatisme qu'a été la guerre d'Algérie pour les appeler français. Il y a des générations, une génération de jeunes Français qui ont été, dans leur chair et dans leur conscience, traumatisés par la guerre d'Algérie, une guerre qu'on a pendant des années pas reconnue pour ce qu'elle avait été. Donc il faut aller au bout. Et si la France fait son travail, elle va aider justement à ce que ce travail se mène avec les Algériens, et elle va aider à ce que le travail de rapprochement de la France et de l'Algérie puisse progresser. Et d'ailleurs, la décision du président de la République a eu un très grand écho à Alger. Je discutais avec Bertrand Badi à la Fête de l'Humanité, qui rentrait d'Alger et qui m'a dit l'écho énorme qu'avait eu le geste d'Emmanuel Macron à Alger même. Donc je pense que ça fera progresser le travail de tout le monde et la réconciliation. Pierre-Laurent, parlons des élections européennes dans 9 mois. Vous avez dit, là aussi, dans votre discours hier à la Fête de l'UMA, que vous refusiez d'être coincé entre la surenchère libérale et le poison nationaliste. Mais vous n'avez pas dit précisément, vous, où est-ce que vous vous situez, ou en tout cas, comment est-ce que votre camp s'appelle? Est-ce que vous faites partie des progressistes? Moi, je pense que nous avons besoin d'une grande Europe qui reprenne le chemin du progrès social et écologique. Aujourd'hui, c'est le contraire. Nous vivons dans une Europe qui est une Europe de la compétition à outrance. Et cette compétition qui a été organisée par les traités libéraux, qui fait de l'austérité pour les dépenses publiques et sociales une règle, pendant qu'elle protège la compétition fiscale, le dumping social, fiscal, environnemental, est une aberration. Et elle est en train, comme on le voit dans toute l'Europe, l'acharnement à vouloir maintenir l'Union européenne dans la voie de cette politique nourrit des réactions de rejet qui sont instrumentalisées avec des idéologies racistes, xénophobes. Et c'est extrêmement préoccupant parce que cet étau-là, ultralibéralisme d'un côté, poison nationaliste et raciste de l'autre, si nous ne desserrons pas cet étau, nous allons vers des drames en Europe, à nouveau, comme l'Europe en a connu dans son histoire. Mais vous savez très bien qu'Emmanuel Macron a créé 2 camps. Progressistes, nationalistes. Est-ce que vous vous sentez piégé finalement par la stratégie? Je rappelle quand même que par exemple on dit 2 camps, mais Viktor Orban, les députés du parti de Viktor Orban, ils siègent dans le même groupe que la droite française au Parlement européen. Donc il n'y a pas 2 camps. Il y a un débat dans les droites et les extrêmes droites européennes et dans les partisans du libéralisme. Et d'ailleurs Orban revendique qu'il veut continuer à mener des politiques ultralibérales. Eh bien, il y a un débat pour savoir comment on fait de la compétition et de la concurrence sur un mode guerrier ou sur un mode un peu plus apaisé. Mais ça n'est pas ça le débat. Le débat, c'est entre ces politiques de compétition à outrance ou des vraies politiques de coopération. Et pour faire de la coopération en Europe, il faut respecter les peuples, respecter leur souveraineté. Et nous disons, il faut reconstruire une nouvelle union qui soit une union de peuples souverains, libres et associés. Aujourd'hui, ça n'est pas comme ça que fonctionne l'Union européenne et ça ne va pas. Et l'Europe n'est pas à la hauteur du coup des défis sociaux et écologiques. Encore une question sur l'Europe, Françoise, et puis on change de sujet.
comment vous pouvez convaincre l'opinion publique que vous pouvez porter un projet d'autre Europe alors que tout l'agenda européen aujourd'hui est dominé par la question des migrations? Eh bien, c'est le défi qui est le nôtre, effectivement. Mais vous savez, j'ai dit hier que je ne tenais pour rien les sondages qui sont publiés aujourd'hui, parce que moi, je me rappelle qu'en 2005, on nous expliquait que convaincre le peuple qu'il fallait voter non au traité constitutionnel européen, c'était totalement impossible. Et il y en avait même qui continuaient à l'expliquer 15 jours avant le référendum. Notamment dans le journal où vous travaillez, Françoise Frézos, Le Monde. Difficile de comparer un référendum oui, avec et beaucoup sont tombés de l'armoire européennes. en s'apercevant que le peuple avait entendu nos arguments. Donc, il va se passer beaucoup de choses dans ces... Et j'ai fait une proposition hier à toutes les forces de gauche et à toutes les forces sociales. C'est de préparer, au début de l'année 2019, des états généraux du progrès social et écologique en Europe, justement pour changer l'agenda politique. Parce qu'on veut nous organiser un débat, on veut cadenasser le débat avant qu'il ait commencé. Et nous dire, vous avez le choix entre les fascistes ou Macron. Eh bien non, le choix, ça n'est pas entre Macron et Le Pen. Il y a une voie de gauche qui doit s'affirmer pour des progrès sociaux et écologiques en Europe, contre les déréglementations qui sont en train de bousiller nos services publics. Je rappelle... Il nous reste une poignée de minutes, Pierre-Laurent. Juste un exemple. Je rappelle que la réforme ferroviaire qui a été faite l'an dernier et qui est une aberration du point de vue social et du point de vue écologique, parce que vaut mieux du ferroviaire que des camions sur les routes. Et c'est une aberration en France comme en Europe. Bon, n'y revenons pas. Eh bien, elle a été adoptée. Macron, pour faire sa réforme de privatisation, s'est appuyé sur une directive qui a été votée par 15 voix de majorité au Parlement européen. Donc, élire des députés européens qui mettent en cause ces politiques-là, notamment des députés communistes et des députés de gauche, c'est essentiel et ça aura des conséquences très concrètes sur l'amélioration de la situation sociale en France, si nous sommes capables de le faire. Donc le débat, il ne fait que commencer. Question aux sénateurs de Paris, l'affaire Benalla qui va occuper le Sénat, ou en tout cas une partie du Sénat avec la commission d'enquête. Avec la saison 2, mercredi, M. Benalla a été donc convoqué par M. Bas. Est-ce que vous considérez que Philippe Bas fait œuvre utile alors qu'il mène une croisade politique comme Christophe Castaner ou Nicole Belloubet ont l'impression de le penser? Donc en gros, c'est bien d'aller jusque-là, ou est-ce que c'est une croisade des Républicains contre le pouvoir en place? Non, c'est bien d'aller jusqu'au bout de la vérité, et la vérité n'a pas encore été totalement établie sur cette affaire. Et ce qui est très important en demandant à M. Benalla de venir devant la commission, c'est qu'il est obligé de témoigner sous serment, et donc de dire la vérité. Or, nous savons que dans cette affaire, quel est le gros problème de cette affaire? C'est qu'un service parallèle au service républicain de la police et de la gendarmerie a été mis en place au sein de l'Élysée. Et il faut aller et mener la bataille de vérité jusqu'au point, jusqu'à ce que ces pratiques soient mises hors d'état. Et l'acharnement que met le président de la République à défendre ce système, dont on a vu dans les auditions au Sénat déjà combien elles avaient révolté la police et la gendarmerie, et on a entendu beaucoup de témoignages de fonctionnaires de police et de gendarmerie qui ne comprenaient pas comment les choses s'organisaient, avec tous les problèmes que ça a posé dans les manifestations. Et je pense qu'on n'est pas... Donc je pense qu'il faut tout simplement aller au bout de la vérité. Emmanuel Macron à ne pas vouloir que la commission des lois du Sénat puisse entendre M. Benalla? Mais d'abord, le président de la République, ça fait partie du grand problème démocratique, il ne dirige pas le Parlement. Et justement, dans une République qui marche sur ses deux pieds, il devrait laisser le Parlement faire son travail. De contrôle du gouvernement, pas de l'Élysée. Non. Le Parlement contrôle le gouvernement. est l'organe souverain élu par les Français, et nous avons la responsabilité de mener donc ce travail en l'occurrence. Et il est scandaleux que le chef de l'État cherche à entraver ce travail, comme d'ailleurs il cherche à entraver le travail du Parlement à de très nombreuses reprises. Parce qu'on passe notre temps maintenant à nous battre pour faire respecter les droits du Parlement. Et dans cette affaire aussi. Donc je sais bien qu'à l'Assemblée nationale, La République En Marche a tout fait pour expédier et enterrer l'affaire, sans y réussir d'ailleurs, puisqu'il a fallu suspendre les débats sur la révision de la Constitution. Premier revers
Il reste d'Emmanuel une Macron. Poignée de secondes. Mais au Sénat, nous allons continuer. Et nous allons le faire de manière responsable. Ça n'est pas une instrumentalisation politique, mais il faut aller, parce que c'est une affaire grave, au bout de la vérité dans cette affaire. L'émission se termine. Toute dernière question. Vous, 8 ans déjà au secrétariat national du PCF, Oui. vous êtes le meilleur candidat pour succéder à vous-même ou il est temps de passer la main? J'ai dit que j'étais disponible pour faire un nouveau mandat, mais je pense que ce nouveau mandat doit être celui de l'émergence de tous les nouveaux visages qu'il y a au Parti communiste, Vous n'y pensez que maintenant. au plus haut niveau des responsabilités. Bon. Et il y a déjà à l'Assemblée nationale, avec nos porte-paroles, avec Yann Brossat, au Sénat avec nos porte-paroles, une génération nouvelle qui va prendre la main après moi. Moi, j'ai envie d'accompagner ça pour mener Donc c'est au bout terminé. les changements. Nous allons le faire ensemble. Enfin, c'est ce Merci que je Pierre-Laurent. propose. En tout cas, Merci c'est les Pierre-Laurent et communistes bon qui vont dimanche. décider. On vous laisse retourner à la fête de l'UMA. Merci à toutes les trois. Merci à Alexandre Gilardi d'avoir préparé cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.